Une fois qu'on a donc compris le sens du sujet, il est possible au brouillon de passer à la deuxième étape, qui est l'analyse du sens des termes. Là, évidemment, le cours vous apportera la matière essentielle qui vous permettra de savoir, typiquement, qu'est-ce que la morale, sur quoi repose-t-elle, quels sont les sens différents que nous pouvons donner à ce concept et pour quelles raisons. De même pour la question d'intérêt. Ce qui me semble pertinent, c'est d'abord de laisser son esprit indiquer tout ce qui lui passe par la tête. Il y a un moment où il faut, une fois qu'on a bien compris le sujet, lui laisser la capacité de réfléchir sans but préconçu. Rien ne dit que les idées qui sortiront les premières seront les meilleures. Alors prenons du temps pour laisser toutes ces idées venir. Ici, le mot intérêt, par exemple, a un sens assez univoque. Est fait par intérêt ce qui rapporte quelque chose à l'agent. Par exemple, quand vous déposez de l'argent à la banque, eh bien, cela vous rapporte des intérêts. Et c'est la raison pour laquelle vous préférez confier votre argent à la banque plutôt que de le garder pour vous. Il faut alors se demander quel serait l'intérêt qu'il y aurait à agir moralement. Et cette question, elle peut prendre différentes connotations. On peut être intéressé par la morale parce que c'est un bon moyen de s'insérer socialement. On peut être intéressé par la morale parce que ça donne une belle image de soi. On peut être intéressé par la morale parce que c'est elle qui rapporte peut-être de l'argent. Que sais-je? Quel est l'intérêt qu'il y aurait à agir de manière morale plutôt que de manière immorale? On peut alors faire une deuxième colonne avec le concept de moralité et réfléchir à différentes conceptions de la moralité que nous aurions pu voir en cours. Par exemple, il y aurait la moralité selon Caliclès, qui dit que la moralité habituelle n'est rien d'autre qu'une pression sociale pour impliquer certains comportements de notre part et nous interdire de réaliser ce que nous voudrions vraiment. Alors on comprendrait qu'il n'y a aucun intérêt à agir moralement. Qu'au contraire, la morale vient restreindre notre intérêt. Et que celui qui veut vraiment vivre comme un homme, nous dit Caliclès, doit quitter la morale, doit vivre selon ce que lui appelle la vraie morale, pas la morale usurpée, cachée par la société, celle de la nature qui est celle d'accomplir tous ses désirs. Auquel cas, la véritable morale est dans notre intérêt parce qu'elle conduit au bonheur. Mais la morale habituelle, sociale, acquise par éducation, n'est rien d'autre qu'une forme d'esclavage. Oh, il y aurait l'hypothèse de Kant, qui dirait que nous sommes morales parce que c'est moral. La morale a en elle-même sa propre raison d'être. Il n'y a pas besoin de raison pour être moral. Et d'ailleurs, si nous avons une raison pour être moral, c'est que nous ne sommes pas morales, c'est que nous agissons pour cette raison. Si on agit par intérêt, on n'agit pas par morale. Parce que le jour où notre intérêt irait contre la morale, on ne serait pas moral. Donc, si on agit véritablement moralement, il faut que ce soit à l'exclusion de tout intérêt. Et puis, il y aurait une notion d'intérêt bien comprise, comme dans la citation de Socrate qui dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Vous voyez là, je suis en train de mettre toutes les idées qui me passent par la tête sur la morale dans un tableau à double entrée. Et je vais chercher ensuite, deuxième étape de l'analyse des termes, à voir quels sont les liens entre ces différentes définitions et les deux concepts. Regardez, si je prends l'hypothèse de Caliclès, quelle est la conséquence, quel est le rapport qui naît avec le concept d'intérêt? Et dans ce cas, si le rapport est tel, qu'est-ce que cela conduit à répondre pour le sujet? Qu'en est-il avec l'idée qu'on agit par morale uniquement par devoir? Qu'en est-il de l'idée suivant laquelle on agit par morale parce que c'est notre véritable bien, comme le dit Socrate? Au fond, ce tableau-là permet d'établir des rapports différents entre les deux concepts du sujet. Et l'établissement de ces rapports différents entre deux concepts, ce sera ça, faire un plan. Chacune des parties consistera à explorer un rapport différent entre les différents concepts. Et la compréhension de ce rapport différent conduira à avoir une réponse au sujet.
Donc, vous comprenez bien que ce qu'on appelle en philosophie l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire la définition des concepts le plus précisément possible dans différentes perspectives, est une des clés essentielles d'une bonne analyse de sujet et d'une bonne copie. Plus vous serez capable d'apporter des analyses conceptuelles fines et distinctes, plus votre réflexion sera précise et intéressante. On s'arrête là parce qu'à partir de là, il faudra construire un problème, comme nous le verrons la prochaine fois.